pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Yahya Sinwar, l'ennemi numéro 1 des Israéliens, Benjamin Netanyahou, après la confirmation ADN, il a fait un discours, je cite, ceci ne veut pas dire la fin de la guerre à Gaza, mais le début de la fin. Ma confiance et ma reconnaissance. Diriger un pays du G7 en 2024 ne se fait pas avec des slogans de 3 mots. J'ai eu mes désaccords avec M. Trudeau, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai beaucoup de respect pour la fonction qu'il occupe. Il y aura d'autres journées pour parler de processus interne du parti. Je m'attends pas à ce que ça soit réglé avant Noël. Ni la FIC, ni la FMQ avec les médecins de famille. C'est très, très, très difficile. Voici Patrick Lagacé. 6h05, vendredi, le 18 octobre. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire au 985. Je commence le tour d'actualité par une météo. Belle journée ensoleillée aujourd'hui. 5 degrés présentement au signal du brouillard. Donc faites attention, maximum de 15 degrés en après-midi. Demain, samedi, même scénario, du soleil, maximum 17. Dimanche, généralement ensoleillé, des passages nuageux, maximum de 19 degrés. On commence avec cette nouvelle importante. C'est tombé hier soir. Les membres de la FIC, le grand syndicat de la santé là, qui réunit la plupart des infirmières au Québec, on s'est doté d'une nouvelle convention collective. 66% des membres qui ont voté ont accepté la proposition du conciliateur pour renouveler la convention collective. Ça met fin à 2 ans de négociations avec Québec. Donc, on sait le fait que les infirmières, les inhalothérapeutes n'avaient pas de convention collective, ça pourrissait le climat, c'était pas bon. J'ai dit souvent à cette antenne, là, qu'importe ce qu'on pense des demandes de flexibilité du gouvernement du Québec, c'était pas une bonne chose que autant de dizaines de milliers de travailleuses là, qui forment l'épine dorsale du système n'aient pas de convention collective. Donc, ça se fait pas par contre dans le bonheur et l'allégresse. Là. Je lisais les commentaires de Julie Bouchard, la présidente de la FIC, qui va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Là. C'est une sorte de résignation là, qui accueille, je dirais, cette entente collective. Et il faut le souligner, il y a des dispositions qui touchent la flexibilité. C'est ça qui achoppait. Le gouvernement qui voulait de la flexibilité pour pouvoir déplacer des infirmières, les faire travailler dans d'autres unités, parfois dans d'autres centres de santé. Et là, tout ça est balisé. On va parler de tout ça avec Julie Bouchard un peu plus tard à l'émission. International maintenant. La grande nouvelle qui est tombée hier, il y avait des rumeurs, ça a fini par être confirmé. Israël a trouvé le chef du Hamas, Yahya Sinwar, à Gaza. On l'a tué, un peu par accident. Il n'a pas été ciblé, c'est-à-dire que il y a des détails là, qui commencent à circuler en Israël. C'est une patrouille qui était là-bas en entraînement à Gaza. On est tombé sur des combattants du Hamas. Il y a des combats qui se sont déclenchés. Et un des combattants tués était justement Yahya Sinwar, qui était sur le radar des Israéliens depuis très longtemps. On pensait qu'il se cachait dans des tunnels. On pensait qu'il se cachait dans des tunnels avec des otages, justement pour éviter d'être ciblé par Israël. Ça n'a pas du tout été le cas. Il y a même des images de drones, semble-t-il, qui ont filmé Sinwar juste avant qu'il soit tué dans des combats. Les images, semble-t-il, le montrent là, en train de lancer quelque chose qui ressemble à un sabre vers le drone. Et après ça, dans les décombres, on a trouvé son cadavre. Est-ce que c'est la fin des combats à Gaza pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? C'est pas la fin, mais c'est peut-être le début de la fin de la guerre à Gaza. Jean-François Lépine va être avec nous un peu plus tard à l'émission. On va décortiquer tout ça. Je reviens au Québec. Grosse nouvelle qui est à la une du Journal de Montréal aujourd'hui. Les cigarettiers, les fabricants de cigarettes vont devoir payer plusieurs milliards. D'abord, au Trésor public des gouvernements au Canada et ensuite à des victimes de la cigarette. Et je pense que le mot « victime », c'est le bon mot. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, écoutez, quand on fume, c'est un choix et on devrait juste arrêter ». Écoutez, ce que l'histoire a montré dans la dernière génération, c'est que les cigarettiers savaient comment rendre les gens accros. On a caché les dangers de la cigarette, ça c'est une autre affaire, mais on a mis des produits
dans les cigarettes pour rendre les gens complètement dépendants. Et c'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile de larguer la cigarette. Donc là, on apprend les détails de cette entente-là. 32 milliards qui vont devoir être versés par les cigarettiers Imperial Tobacco, Rothmans, Benson & Hedges et GTI McDonald. Donc, au Québec, c'est 6,6 milliards de dollars que le gouvernement du Québec va recevoir en compensation pour les frais qui ont été engagés au fil des décennies pour traiter des victimes du tabac et 4,2 milliards de dollars aux bénéficiaires des actions collectives. Donc, il y a des gens qui vont recevoir de l'argent et leurs héritiers vont recevoir de l'argent si ces gens-là sont décédés. Donc, pour des cancers du poumon, ça pourrait aller jusqu'à 100 000 $. Cancer de la gorge aussi, 100 000 $. Emphysème, 30 000 $. Donc, il y a plusieurs paramètres, là. On aura plus de détails un peu plus tard à l'émission. Encore des nouvelles de santé. Je veux qu'on aille en Abitibi-Témiscamingue parce que je vous ai parlé de ce qui s'est passé au 6 de l'Abitibi-Témiscamingue il y a quelques semaines. Il y avait une réunion du conseil d'administration. Il y avait un volet qui était public, il y avait un volet à huis clos. Et là, il y a un déficit dans ce 6, un déficit d'une centaine de millions de dollars. Et on le sait, tout ça arrive dans un contexte où Québec demande au réseau de moins dépenser. On ne veut pas parler d'austérité, évidemment, sauf qu'il y a des millions, des dizaines, des centaines de millions à aller chercher. Et là, ce qui s'est passé il y a quelques semaines au 6 Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'il y avait cette visioconférence du conseil d'administration. Et en public, le conseil d'administration disait « Oui, écoutez, il y a on nous demande des efforts budgétaires, puis on n'est pas inquiet. » Non, je ne dirais pas qu'on est inquiet. On va trouver des façons d'aller chercher cet argent-là sans toucher au service. Sauf que les gens du conseil d'administration du 6, quand ils ont poursuivi la réunion à huis clos, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le micro est encore ouvert. Il y a des journalistes qui ont pu écouter ce qui se disait à huis clos. Et là, on a eu le décalage entre le discours public et le discours privé. Et en privé, ce qu'on disait autour de la table, c'est pas une réalité qu'on aime. On va rester positif, mais comment on va faire pour s'en sortir? Comment on va faire pour éviter de couper les services? Et les membres du conseil d'administration étaient très clairs que ça va être extrêmement difficile. Mais là, il y a une nouvelle qui nous parvient via Radio-Canada. Là, ça se passe au CHSLD Pie-12. Il y a des employés qui ont fait une sortie devant l'immeuble du CHSLD et qui ont dit, écoutez, on est tannés, on veut dénoncer certaines conditions de vie. Il semble qu'il y a des bains qui ne se donnent plus, des deuxièmes bains qui ne se donnent plus, même des soins d'hygiène, du brossage de dents, etc., là, qui feraient défaut, des coupes d'ongles, des choses de base dont on a besoin quand on est en fin de vie dans un CHSLD. Et quand je dis en fin de vie, là, les gens sont en CHSLD généralement là, 1 an et demi, 2 ans. Donc, il y a cette sortie-là et c'est dur de ne pas penser justement aux efforts, entre guillemets, que Québec demande au réseau quand on voit ça. Et la cocasserie là-dedans, mais c'est une cocasserie qui est révélatrice, ces employés-là qui sont allés dans le parking pour faire une conférence de presse, ont convié les médias, mais écoutez, le CHSLD a appelé la police. On a dit, hey, il y a un rassemblement illégal dans le stationnement. Les policiers de la Sûreté du Québec qui sont arrivés ont fait preuve de jugement. Ils ont regardé la situation et ne sont pas intervenus. Donc, le message a pu passer, mais je reviens à ce que je vous disais du conseil d'administration du 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. En public, on dit une chose rassurante, et en privé, quand on pense que personne n'écoute, là, on dit les choses de façon lucide. C'est un exemple de double discours. Et les employés qui sont sortis, bien, je sais que c'est pas toujours facile de parler contre le réseau. J'espère qu'il n'y aura pas de sanctions, mais ça donne une idée, disons, de toutes les scènes qu'on commence à chercher dans tous les bouts de tiroir dans le réseau de la santé. Toujours en santé, vous pouvez lire ça dans le journal Le Devoir, les optométristes qui envisagent de rompre avec la Régie de l'assurance maladie du Québec, là, ils sont insatisfaits de ce qui est donné par Québec pour faire des examens de la vue, par exemple, pour les moins de 18 ans et pour les plus de 65 ans. Des optométristes qui veulent se désaffilier en masse. On a procédé, semble-t-il, à un vote. On a ce vote-là, évidemment, on va l'utiliser pour négocier, mais ça pourrait toucher des milliers de Québécois jeunes et moins jeunes. Je veux qu'on parle de l'école Bedford.
la fameuse école Bedford. Il y a une semaine aujourd'hui, Bernard Drinville rendait public ce rapport. Il y a des enquêteurs qui ont été envoyés à l'école Bedford. Pourquoi Québec a envoyé des enquêteurs? Parce que le Centre de services scolaires de Montréal n'a pas pu faire sa job. Le Centre de services scolaires de Montréal, pendant 7 ans, a toléré une situation intolérable. Je souligne à ce chapitre le travail inestimable, et je le dis sarcastiquement, de l'Alliance des profs de Montréal, qui a encore une fois protégé les plus pourris de ses membres pour permettre que la situation perdure à l'Alliance. Et les gens à l'école Bedford. Et les gens de l'Alliance, là, qui n'êtes pas d'accord avec ce constat-là, mais je vous invite à faire une chose. Allez lire le maudit rapport. Allez lire le maudit rapport avant de m'appeler puis de me dire que c'est pas fin ce que je dis sur l'Alliance. Donc, il y a une nouvelle du Journal de Montréal des médias de québécois qui nous montre qu'il y a un poste de direction adjointe au mois de juin dernier qui a été aboli à l'école Bedford. Un poste de direction adjointe aboli dans un contexte où il y avait des gros problèmes là-bas. Et là, ça frappe l'imaginaire. On se dit, voici un directeur, une directrice qui avait besoin d'aide, on sacrifie le poste d'adjoint. Écoutez, c'est pas très surprenant parce que dans les dernières années, il n'y avait plus de tension à l'école Bedford. Et si on lit le rapport de l'école Bedford, commandé par Bernard Drinville, il n'y avait plus de tension. Pourquoi? Mais parce que le clan dominant, le clan conservateur, rétrograde, religieux, avait gagné. Ceux qui s'opposaient au clan rétrograde dominant, ils avaient sacré leur camp. C'est sûr qu'il n'y avait plus de problème. C'est sûr que tu pouvais te dire, on n'a pas besoin d'une direction adjointe dans cette école-là, il n'y a plus de problème. Sauf que ça vient contredire, ça, le discours d'Isabelle Gélina, qui est la directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal. Je l'ai reçue plus tôt cette semaine. Et je lui ai remis sur le nez des déclarations qu'elle a faites à cette station en 2023. En 2023, il n'y avait pas de problème pour Mme Gélina, même si des psychologues industriels avaient été dépêchés sur place pour essayer de faire une sorte de diagnostic, il n'y avait pas de problème. Avancer le curseur à octobre 2024, dans la foulée du rapport commandé par le ministre de l'Éducation, là, ce qu'elle me disait, c'est qu'à la même époque, Mme Gélina, en coulisses, pendant que publiquement elle disait qu'il n'y avait pas de problème, en coulisses, elle travaillait avec le ministère pour aller au fond des choses. Je ne crois pas ça. Et cette décision-là, de couper une direction adjointe à l'école Bedford, c'est une autre preuve que du côté du Centre de services scolaires de Montréal, on croyait qu'il n'y avait pas de problème. Et dans la presse, vous verrez aujourd'hui, toujours dans le même registre, là, une analyse de Tommy Chouinard, qui est le correspondant à Québec pour la presse. Il y a une réflexion, semble-t-il, au gouvernement Legault pour peut-être resserrer l'arsenal pro-laïcité afin de prévoir, de prévenir des situations comme ce qu'on a vu à l'école Bedford. Le titre du papier, c'est « Une loi sur la laïcité 2.0 ». Parce qu'on le sait, la loi sur la laïcité au Québec a visé principalement les signes religieux ostentatoires. Donc, on a beaucoup parlé, par exemple, du hijab. Si vous avez un hijab et que vous voulez enseigner au Québec, ce ne sera pas possible. Moi, j'étais pas pour cette loi-là. Pour des raisons que j'ai déjà exposées, je trouvais qu'on était beaucoup, justement, dans le symbole, dans les apparences. Et ce qui s'est passé à Bedford, à mon sens, ça montre que vous pouvez avoir un hijab sur la tête et être pro-laïcité, laisser le livre saint à la porte de l'école, ça se peut. Puis vous pouvez pas avoir de signes religieux comme ces enseignants-là, beaucoup d'hommes, et être pas mal porté sur la chose sainte, sur l'islam, mélanger un petit peu les concepts, pas enseigner la sexualité, mais quand on vous regarde comme ça, on ne le saura jamais. Donc, Québec est en train de réfléchir à ça. Vous pouvez lire les avenues là, qui sont envisagées sous la plume de Tommy Chouinard dans la presse. Et je fais un détour par l'Ontario pour rester sur le thème de la laïcité. Vous le savez, au Québec, autour de 1998, là, c'est Pauline Marois qui avait piloté ça. On a déconfessionnalisé nos écoles. Donc, à une époque, il y avait la Commission scolaire catholique de Montréal, la CECM. Moi, j'ai fait ma première communion à travers l'école. On a catholicisé des millions de petits Québécois à travers l'école. On a mis un terme à tout ça en 1998, quand les écoles ont été déconfessionnalisées. C'est pas le cas en Ontario. Et là, comme Québécois, je vous le dis, cette nouvelle-là que je m'apprête à vous raconter, ça va vraiment vous décoiffer. Il y a des conseillers élus, des conseillers scolaires
d'une commission scolaire ontarienne qui sont allés à Rome. Ils étaient 6. Ça a coûté 145 000 $. Pourquoi sont allés à Rome? Ils voulaient acheter des reliques religieuses pour décorer la nouvelle école secondaire catholique du coin. Fait qu'ils ont acheté, pour à peu près, là, si je ne me trompe pas, là, quelque chose comme 100 000 $ de reliques religieuses, de décorations religieuses. Et là, il y a le gouvernement qui dit « Ouais, on va commencer à poser des questions. » Les conseillers scolaires promettent de rembourser une partie de la somme, mais disons que quand tu regardes ça d'un œil québécois, il y a de quoi décoiffer et ça peut rappeler un peu comme l'époque où on avait ici des conseillers scolaires qui n'étaient plus, là, on le sait, là, confessionnalisés, mais qui se livraient souvent peut-être des retraites qui étaient financées à Mont-Tremblant, des soupers bien arrosés, etc. Mais je vous avoue que 145 000 $ pour aller à Rome, ça bat pas mal tous les records. Et la question à laquelle les médias ontariens n'ont pas encore eu de réponse dans le cas de ce 145 000 $ dépensé par 6 conseillers scolaires, c'est est-ce qu'ils ont voyagé en classe business ou pas en classe business? On va parler tantôt avec Clémence Pavic, qui est ici pour la chronique économique en remplacement de Marie-Ève Fournier. On va parler de cette histoire de maisons qui perdent de la valeur dans tout le bassin du lac des Deux-Montagnes, là. Elle a un papier dans Le Devoir aujourd'hui sur la valeur des maisons menacées malgré les digues. On sait qu'il y a des digues qui ont été construites à grands frais, là, justement, pour éviter les inondations, notamment à Sainte-Marthe sur le lac. Bien, il y a une crainte là, que la valeur des maisons soit en train de baisser avec la nouvelle carte des inondations. Je veux m'attarder, avant de terminer, à une entrevue qui a été faite hier à l'émission de Luc et Nathalie. On a interviewé un travailleur en CPE, un ancien éducateur en CPE. Il s'appelle Ghislain Leblond. Transparence totale, je le connais, Ghislain, parce qu'il était au CPE du fils de ma blonde. Il a lâché sa job, Ghislain. Pourquoi? Ça faisait 2 décennies qu'il était éducateur. Il aimait ce qu'il faisait. On va l'écouter. Imagine-toi donc que la bourse qu'on m'offre, elle est plus élevée que mon salaire que je faisais en tant qu'éducateur en CPE. Puis j'étais quand même, là, je travaillais pendant 20 ans, là, j'étais en haut de l'échelle là, quand même. Il a décidé d'aller travailler en construction. Ghislain fait la formation, la fameuse formation payée 750 $ par semaine. Il reste plus d'argent dans ses poches parce que la bourse qu'on lui donne, elle n'est pas imposée. Il reste plus d'argent dans ses poches que quand il s'occupait de nos enfants. Là, je ne veux pas faire une hiérarchie des métiers importants, pas importants dans la société. Là. Tous les métiers sont importants. Mais quand on sait que les éducatrices en CPE présentement sont en négociation, en moyen de pression, pourraient être en position de déclencher une grève dès le 15 novembre, quand on voit à quel point elles sont sous-payées, si on se fie à un reportage de Thomas Gerbec dont j'ai parlé hier, si on compare à d'autres provinces canadiennes, notamment l'île du Prince-Édouard, il ne faut pas s'étonner qu'on manque d'éducatrices et d'éducateurs en CPE. Puis là, je pose la question. Je regarde le parcours de Ghislain Leblond. Un gars qui est là depuis 20 ans, qui aime les enfants, qui aimait sa job, qui y retournerait s'il était mieux payé. Il y a plein de personnes comme lui dans le réseau qui s'en vont, qui vont travailler ailleurs, qui se font embaucher comme fonctionnaires, au municipal, au provincial. Pourquoi? Parce que c'est pas assez payant. Parce qu'ils peuvent avoir des jobs mieux payés ailleurs. Les personnes qui s'occupent de nos enfants devraient être mieux payées. Les personnes qui s'occupent de nos enfants sont principalement des femmes. Là, je vous ai présenté un bout d'entrevue avec un homme. C'est une minorité. Généralement, ce sont des femmes. Pourquoi est-ce que, systématiquement, ces personnes-là sont moins payées que pour des jobs équivalentes? Je pose la question. Et c'est sûr qu'il y a une piste de réponse qui tient à quelques mots. Ce sont généralement des métiers de femmes. Donc, je sais que vous êtes en négociation présentement. Mon fils est passé il y a très longtemps par les CPE. On a été très bien servi. Il a été aimé, bien encadré. Et je sais que c'est le cas pour des milliers de parents au Québec qui apprécient le service. Maintenant, je le dis haut et fort, sans prendre position, là, les conditions de travail que vous avez, c'est pas juste. Vous devriez être mieux traité, mieux payé. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Il y a une entente qui est survenue hier, finalement,
entre la FIC et le gouvernement en vertu d'une entente qui a été soumise par un conciliateur. Donc, les membres du grand syndicat des infirmières qui ont voté à 66 % pour la proposition du conciliateur. Ça met fin à 2 ans de négociations. Et de part et d'autre, on espère que ça va nettoyer le climat. Julie Bouchard est présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Elle est avec nous. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. OK. D'abord, peut-être expliquer les grandes lignes de cet accord-là qui a été entériné par vos membres. Oui, bien en fait, au niveau de la recommandation du conciliateur qui a été adoptée hier en soirée, bien on met de l'avant la reconnaissance des périodes critiques. Ça veut dire que pendant la période estivale et pendant la période des fêtes où on voit souvent là, le temps supplémentaire obligatoire exploser, le besoin de ressources qui est le plus criant, bien on met de l'avant une prime de 5 et de 10 %. Aussi, l'avancée du temps supplémentaire à taux double le week-end, le temps supplémentaire pour les infirmières clinicienne, l'augmentation salariale de 17,4 % sur 5 ans. Alors, il y a aussi là, la planification de la main-d'œuvre en vue de l'implantation des ratios professionnels patients. Donc, c'est ce genre de choses-là qui a fait foi hier là, avec la recommandation du conciliateur. Vous m'avez pas parlé de la flexibilité. On sait là qu'au cœur du litige depuis plusieurs mois, c'était la demande du gouvernement d'avoir de la flexibilité, de la souplesse pour pouvoir déplacer notamment des infirmières d'une unité à l'autre, d'un hôpital à l'autre. De part et d'autre, là, vous étiez campé sur vos positions. Vous ne m'avez pas mentionné ça encore depuis le début de l'entrevue. Bien, tout à fait. En fait, c'est justement de là où est venue la recommandation du conciliateur, puisque de part et d'autre, on avait une vision complètement différente de ce qui était demandé de la part de la partie patronale. Mais maintenant, force est de constater que les balises qui ont été proposées par le conciliateur ont été considérées comme étant satisfaisantes de la part des professionnels en soins. Alors, évidemment que il y a encore énormément de travail et ça va faire partie, comme on le fait déjà depuis un certain temps, en fait, d'une lutte que nous allons mener pour la stabilité. La stabilité des professionnels en soins qui va mener à, évidemment, de meilleurs soins. S'assurer que il n'y ait pas de fusion de centres d'activité qui ne font aucun sens. Donc, en fait, être le chien de garde de ce qui a été mis de l'avant par le conciliateur. OK, je vous écoute, Mme Bouchard, là, puis j'ai l'impression que sur la question de la flexibilité qui était l'entrave à l'entente, il y a une entente présentement, mais j'ai l'impression à vous écouter que la question de la flexibilité n'est pas réglée pantoute. Ah non, pas du tout, elle n'est pas réglée parce qu'on avait une vision différente de la chose. Donc, pour le gouvernement, c'était une flexibilité à outrance. Et pour les professionnels en soins, on ne veut pas de cette flexibilité-là. Et s'il y en a, elle doit être extrêmement bien encadrée. Donc, le conciliateur, le travail qu'il a fait, lui, c'est, à force d'écouter les deux parties, de prendre en considération l'argumentaire des deux parties, ça a vraiment été de soumettre, de proposer un texte qui ne mettait ni gagnant la partie patronale, ni gagnant la partie syndicale, mais qui était quand même, ça faisait en sorte en fait qu'on rejoignait un besoin des deux parties d'un meilleur encadrement et d'une certaine souplesse que le gouvernement demandait. Ce qui n'empêche que pour nous, c'est hyper important de rassurer les professionnels en soins ce matin que cette lutte-là va demeurer pour nous hyper importante, au même titre que l'arrêt du temps supplémentaire obligatoire, l'implantation des ratios professionnels patients. Donc, on maintient encore le cap sur ces priorités-là. OK, je suis pas sûr de vous suivre, Mme Bouchard. Puis, écoutez, j'étais pas dans l'égo, là, puis je suis pas dans les assemblées, là. Vous êtes la meilleure personne pour expliquer ça. On s'est parlé, vous avez fait une sortie pour dénoncer que ça faisait 500 jours que vous étiez sans convention collective et qu'au cœur du problème, c'était la flexibilité. Là, vous venez de signer une entente, puis la flexibilité, c'est pas réglé? Non, la flexibilité n'est pas réglée. Et c'est pour ça que nous devons poursuivre notre lutte pour la stabilité. Mais comment vous allez poursuivre votre lutte s'il y a une convention? Vous ne pourrez pas faire des moyens de pression, là?
Ben, en fait, une négociation, une convention collective n'est pas une fin en soi. Donc, même si on a obtenu certaines choses intéressantes, reste que on doit poursuivre ces luttes-là pour s'assurer que il n'y a rien qui fasse en sorte que ça parte dans tous les sens. OK, mais expliquez-moi, il y a un élargissement. Y a-t-il un mécanisme dans la nouvelle convention pour baliser ce que vous appelez une lutte? Ce qu'on appelle, en fait, les balises qu'il y a dans la nouvelle convention, c'est entre autres au niveau du kilométrage. Donc, vous le savez, là, lors de la dernière entente de principe qui a été rejetée à forte majorité au printemps dernier, c'était entre autres au niveau du kilométrage. Donc, le conciliateur est venu vraiment encadrer le kilométrage. Donc, il y a un 40 km pour les régions, 30 km pour les banlieues et un 5 km sur l'île de Montréal. C'est-à-dire que, juste pour situer les gens, Mme Bouchard, là, on ne peut pas déplacer une infirmière plus loin que ses balises de kilomètres. On ne parle pas de déplacement, on parle de fusion de centres d'activité. Donc, au centre-sud, l'hôpital Notre-Dame ne pourrait pas fusionner avec un département de médecine, avec le département de médecine à HMR. Maisonneuve-Rosemont. Parce que c'est au-delà de la barre des 5 km. C'est au-delà de la barre des 5 km. Et en plus, ce que le conciliateur vient ajouter, c'est, en fait, on se doit de respecter les territoires des CIS et des CIUS actuels. Donc, contrairement à ce qui était présenté et offert, en fait, au printemps dernier, où on pouvait justement aller fusionner dans différents établissements, même si on ne respectait pas les territoires actuels des CIS et des CIUS. Maintenant, avec ce qui a été entériné hier, ça ne peut pas se faire. Donc, on vient respecter ça. Et on vient aussi attacher le fait qu'il y a des établissements qui sont présentement non fusionnés, comme exemple l'Institut de cardiologie de Montréal, le CHUM, l'UCPQ à Québec et le CHU de Québec. Eh bien, ces établissements-là ne pourront pas non plus être fusionnés avec d'autres établissements à proximité. Est-ce que cette entente-là, d'après vous, là, ça va contribuer à inciter des infirmières qui sont dans des agences privées à venir au public? Bien, écoutez, est-ce que cette entente-là va venir aider? Je vous dirais que ça va peut-être en convaincre quelques-unes, mais est-ce que ce sera la majorité? Je ne crois pas. Pourquoi? C'est quoi l'obstacle pour une infirmière du privé, vous pensez? Bien, c'est toujours les conditions de travail qui sont encore nettement supérieures. Au niveau salarial également, que les agences privées offrent aux professionnels en soins qui sont encore supérieurs, il y a encore du travail à faire. Et pour pouvoir y arriver, il faut que ça cesse. Donc, que les conditions de travail dans le réseau de la santé publique deviennent meilleures, deviennent supérieures à ce qui est offert dans le milieu privé. Mais à vous entendre, Mme Bouchard, cette nouvelle convention-là, ça va pas créer une passerelle très appétissante là, pour passer du privé au public. Me trompe? Bien, passerelle très appétissante, effectivement, je crois que il y a quand même des choses qui sont plus intéressantes. Il y a des avancées qui sont notables. On fait juste penser entre autres au temps supplémentaire pour les infirmières cliniciennes, pour aussi là, justement la période critique du temps des fêtes, la période critique de la période estivale. Il y a certaines choses qui sont intéressantes, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que les gens ne quitteront plus le réseau de la santé publique pour aller vers le privé. Au contraire, donc c'est une lutte qu'on doit continuer à mener pour s'assurer qu'on aille chercher cette attraction et cette rétention-là qui est hyper importante pour la suite des choses. Dernière question, Mme Bouchard. Là, vous êtes présidente, je le rappelle, de la FIC, Fédération interprofessionnelle de la santé. Vous aviez soumis une entente négociée à vos membres au printemps. Elle a été rejetée. Oui. Ça a été vu comme un désaveu pour l'exécutif. Là, vous arrivez, vous présentez là, cette entente-là du conciliateur. Elle est acceptée, mais les clauses de flexibilité, vous n'en êtes pas contente. Est-ce que ça vous met dans une position difficile pour continuer à être présidente de la FIC? Bien, je vous dirais que, de un, je ne suis pas le genre de personne à regarder passer la parade les deux bras croisés. Donc,
au printemps dernier, on devait faire un mouvement pour faire bouger les choses parce qu'encore une fois, les deux partis étaient très campés sur leur position. Alors, on a présenté aux membres cette entente de principe-là qui a été rejetée. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai reçu un message, mon équipe a reçu un message, mais le gouvernement a aussi reçu un message que les professionnels en soins n'en voulaient pas de cette mobilité-là, ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé par la suite avec un ensemble de moyens de pression à laquelle il y a eu une participation incroyable de la part des membres de la FIC. Et le conciliateur, lui, à la fin, a vu qu'on était dans une impasse et on ne s'en sortirait pas. Donc, pour moi, c'est la preuve que autant la Fédération, avec les membres qui sont à la Fédération, se sont tenus debout jusqu'à temps que le conciliateur dise « Je n'ai plus le choix de faire le travail que j'ai à faire en vous recommandant une recommandation, puisqu'il n'y a rien qui va avancer. Et dans la vie, on doit avoir un contrat de travail. Et actuellement, les professionnels en soins ont jugé que ce qui était dans la recommandation était satisfaisant pour elles. OK, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que la suite des choses, là, vous êtes fragilisé comme président de la FIC? Bien, je vous dirais qu'il n'y a pas une négociation qui est facile. Donc, il n'y a personne qui ressort d'une négociation sans cheveux blancs, sans quelques rides et sans avoir eu quelques barbecues à l'occasion. Donc, vous restez à la barre de la FIC? Tout à fait. Et à partir de ce matin, le travail est déjà débuté pour s'assurer que l'ensemble des éléments soient mis en application très rapidement, justement pour qu'on voit une différence sur nos conditions de travail là, dès maintenant sur le plancher. Merci, Mme Bouchard. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Salut, c'était Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Après des décennies de combats judiciaires, les victimes du tabac au Québec et au Canada vont pouvoir enfin mettre la main sur des milliards en indemnisation. Il y a une entente qui a été conclue entre 3 compagnies de tabac et le représentant de quelques recours collectifs. On parle de tout ça avec Annie Papageorgiou. Elle est l'ancienne directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé et porte-parole de ce recours collectif. Madame Papageorgiou, bonjour. Bonjour. OK. Là, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Oui. Je veux qu'on commence avec le 32 milliards. Ça, c'est les indemnisations totales pour le Canada. Alors, effectivement, 32,5 milliards, c'est le plan que les créanciers ont déposé hier. Et de ce plan, 4,25 milliards est destiné aux victimes du tabac, les 100 000 victimes du recours collectif CQTS Blais. OK. Il y a une portion qui va aux victimes du tabac et il y a une portion qui va au gouvernement, aux différents gouvernements au Canada, les provinces, les territoires, pour compenser les frais engagés pour traiter des maladies liées au tabac. C'est ça? En 2019, quand les compagnies, les 3 grandes cigarettières se sont mis sur la loi des créanciers, après qu'on ait remporté en cour d'appel le recours collectif CQTS Blais, ils ont dû s'asseoir et négocier avec leurs créanciers. Donc, depuis 5 ans et demi, dans un processus confidentiel, c'est à peu près 24 créanciers qui étaient assis autour de la table, dont les victimes, et on a dû s'entendre sur comment la tarte allait être distribuée entre nous tous. Et la priorité pour nous, c'était les victimes. Et cette entente privilégie les victimes. Parfait. Quand vous dites que cette entente privilégie les victimes, c'est-à-dire que dans le 32 milliards, on va payer en premier les personnes qui ont eu des maladies liées au tabagisme et leurs descendants, c'est ça? Alors, effectivement, les premières personnes qui vont être indemnisées, ce sont les victimes. Alors, pour les victimes qui ont la maladie le cancer du poumon, le cancer de la gorge et l'emphysème, ce sont celles qui vont pouvoir être indemnisées à cause de ce plan d'arrangement-là, qui, je dois rappeler, va être déposé au juge en décembre et là, il devra être voté par l'ensemble des créanciers. Est-ce que les compagnies de cigarettes vont payer ces indemnisations en vertu de leur vente future?
Pour les victimes, non. C'est l'argent qui a été amassé depuis les 5 dernières années où ils sont sur la loi des créanciers. Donc, cet argent est déjà sécurisé. Et il est déjà sécurisé. Et dès que le vote va être fait, en décembre, après les procédures là, que la Cour va demander, là, exige, il va y avoir de l'information pour les victimes. Mais pour le moment, ce qui est important de se souvenir pour les victimes, pour savoir est-ce que je suis éligible ou pas, il y a un site Internet qui est à leur disposition, recourstabac.com, et sur ce site-là, ils vont avoir l'ensemble des informations. Et je le souligne, là, sur nos plateformes numériques, là, Madame Papa Yoriou, là, on va mettre le lien recourstabac.com, là, pas d'inquiétude, sur le site web et aussi sur l'application. Comment est-ce qu'on va déterminer qui est une victime et qui a fumé? Alors, écoutez, sur le site Internet, l'information est vraiment très précise, mais dans ce qui concerne le recours collectif Blais, c'était les victimes avant 2012. Donc, pour les 3 maladies dont je vous ai mentionné, cancer de la gorge, du poumon et l'emphysème. Et là, l'autre question, c'est si mon père, mon grand-père est mort d'un cancer de ce type-là, comment je prouve d'abord qu'il fumait, puis comment je prouve que c'est mon grand-père? Ça me semble un peu compliqué, là. Ah, écoutez, effectivement, ça ne sera pas simple, toute cette procédure-là, mais sur le site recourstabac.com, les informations vont être mises clairement pour les gens. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est un processus qui a duré 26 ans pour nous, le recours collectif CQTS Blais, un recours que nous avons remporté à la sueur de notre front. Mais ce qui était important de se rappeler, c'est que les héritiers vont aussi pouvoir bénéficier et les héritiers des héritiers. C'était important pour nous de se rappeler que les victimes, bien, malheureusement, il y en a plusieurs qui ont décédé pendant ce 26 ans-là. Et c'est une victoire qu'on a remportée également, de pouvoir indemniser les victimes, les héritiers et les héritiers des héritiers. Annie Papa Yoriou, vous avez été là, directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Vous êtes porte-parole du recours, je le rappelle. Oui. Vous parlez des victimes de la cigarette. Oui. Il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent se dire pourquoi on parle de victimes alors que ce sont des gens qui ont choisi de fumer? Ah, mon Dieu. Ce qui est important de se souvenir de ce recours-là, M. Lagacé, c'est que ce que la Cour a dit, c'est aux compagnies de tabac, vous avez menti délibérément. Vous vendez un produit qui tue un fumeur sur 2, qui développe la dépendance. Une dépendance qui est excessivement difficile à se départir. Et ça, c'est être une victime. Alors, pour toutes les victimes puis leurs héritiers qui ont vu leurs parents mourir à cause de cette dépendance-là et qui n'ont pas été capables parfois de s'en départir, bien, c'est peut-être un petit baume sur leur plaie. Et c'est pour ça qu'on est tellement content de ce jugement, bien, de ce règlement-là qu'on dépose, qui a été déposé hier, puis qu'on peut parler ouvertement à nos victimes. Parce que pendant 5 ans et demi, comme c'était confidentiel, ils se demandaient si on les avait pas oubliés. Et pour le CQTS, ça a toujours été les victimes en premier. C'est la première fois que je vous rencontre en personne. Vous me semblez très fébrile, plus fâché que la porte-parole moyenne. Pourquoi ça vient me chercher comme ça? Écoutez, moi, j'ai représenté le CQTS pendant 5 ans et demi. Quand on décide de porter des causes parce qu'on est touché, c'est sûr que je suis touchée comme la majorité des Québécois. Parce qu'on a tous perdu, on connaît tous quelqu'un qui est pris avec cette dépendance-là. Puis, je suis contente, là. Parce que je suis contente parce qu'on les a pas oubliés. C'est quand, là, dans un événement comme celui-là, que c'est les victimes qui gagnent? Bien là, aujourd'hui, là, on est presque au bout du sommet, là, mais ça va être les victimes qui vont avoir gagné. Puis c'est ça que je veux qu'on se souvienne aujourd'hui, qu'on les a pas oubliés. Le CQTS s'est battu jusqu'au bout pour elle, avec les avocats qui ont mené cette bataille-là 26 ans. Faut jamais l'oublier. 26 ans de travail. C'est colossal. Moi, j'ai participé aux 5 dernières années, là, au moment où on était sous la loi des créanciers. Mais écoutez, c'est une expérience de vie incroyable. Merci d'être venu nous voir en studio. Ça me fait plaisir. C'était Annie Papa Yoriou, l'ancienne directrice générale du CQTS, le Conseil québécois sur le tabac et la santé, porte-parole de ce recours collectif. Jean-François Lépine est là pour sa chronique des actualités internationales. Bonjour, salut Jean-François. Jean-François, coup de théâtre important hier parce que, on le sait, Israël a éliminé beaucoup de dirigeants du Hamas,
du Hezbollah au Liban et ailleurs aussi. On a frappé même en Iran, directement en Iran, pour abattre des gens du Hamas. Et là, hier, coup de théâtre, on a abattu le chef du Hamas, un type qui s'appelle Yahya Sinwar. Pourquoi est-ce que c'est un coup important? Ben, d'abord parce que c'était vraiment le chef et c'était surtout le visionnaire, celui qui avait vraiment le contrôle de la situation. Et c'était aussi celui qui a imaginé et réalisé le massacre du 7 octobre dernier. Donc, c'est extrêmement symbolique pour le gouvernement israélien. Mais je pense que ça vaut la peine de revenir sur ce personnage-là pour comprendre. D'abord, hier, la façon dont les Israéliens ont réussi à l'avoir, c'est vraiment un hasard. Et c'est ça qui est étonnant, parce que cet homme-là, sa tête était mise à prix depuis le 7 octobre 2023. Il y avait même une rançon de 400 000 $ qui était offerte. Pourquoi? Je l'expliquerai tout à l'heure. Parce que les Israéliens profitent depuis quelque temps de délations. Autant, tu l'as évoqué, en Iran, en Syrie, au Liban, c'est-à-dire au sein du Hezbollah et au sein du Hamas, parce que c'est des pays et des formations politiques qui sont extrêmement autoritaires, qui sont donc pas toujours aimés par les populations, et surtout depuis quelque temps, depuis qu'ils se radicalisent. Donc, c'est pas juste le fait qu'Israël a beaucoup de sources, Jean-François, comme ça, là, qui les aident à bien cibler des attaques. Tout à fait, parce qu'on l'a vu, il y en a eu des éliminations, tu l'as évoqué. C'est pas juste des vocations. On a quelques dollars à mettre sur la table. Oui, et puis il y a des gens qui sont prêts à faire de la délation. Parce que ce qu'on a vu hier, c'est qu'à un moment donné, des soldats israéliens dans la ville de Rafah, dans une banlieue de Rafah, ont vu tout d'un coup 3 personnes en habits de combattants entrer dans un édifice. Aussitôt, un char d'assaut israélien a tiré sur l'édifice. Les troupes se sont approchées. Il y a eu un échange de tirs. Et puis, on a découvert 3 cadavres, dont un dont les soldats disaient qu'il ressemblait à Yahya Sinwar. Et donc, ça a été la conclusion. Pourquoi, semble-t-il? Parce qu'on disait qu'il se réfugiait dans les tunnels, que partout où il allait, il était entouré d'otages israéliens pour dissuader les Israéliens de l'abattre ou de détruire l'édifice ou le tunnel en question. Ben là, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'hier, il était en fuite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, chaque fois qu'il se déplaçait de plus en plus, on le suivait à la trace et donc il devait fuir. Ce qui est important de noter, c'est que ce personnage-là, c'est une histoire vraiment rocambolesque. C'est un enfant qui est né à Khan Younis, un camp de réfugiés de Gaza, donc de parents de réfugiés, éduqué à l'Université de Gaza. Il a étudié en études islamiques et c'est un membre fondateur du Hamas à la fin des années 80. Moi, j'ai rencontré ces gens-là à l'époque où j'avais fait une entrevue avec le cheikh Ahmed Yassine, qui était le grand inspirateur et le fondateur du mouvement, un grand handicapé, et qui avait autour de lui des jeunes... Il était en chaise roulante, non? Exactement, constamment. Et il y avait, entre autres, des gens que j'avais rencontrés à l'époque, comme Ismaël Haniyeh, qui a été assassiné cet été, Mohamed Dif, dont on parle pas souvent, mais qui était le chef de la milice des milices armées du Hamas, assassiné lui aussi cet été. Et Yahya Sinwar était dans cette mouvance-là. Ils ont monté tous les 3 dans l'échelle du Hamas au cours jusqu'à en devenir les leaders contemporains. Et lui, dès sa jeunesse, dès la vingtaine, dans l'entourage du Cheikh Yassine, il était responsable des services secrets, des services de sécurité du Hamas. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Son rôle principal, c'était d'éviter les trahisons au sein même des Palestiniens. Donc, il s'attaquait en particulier aux ennemis du Fatah, donc la branche de l'OLP, de Yasser Arafat. Et donc, son rôle, c'était vraiment une sorte de police, surveiller la fidélité de tout le monde. On l'appelait le boucher parce que c'est un bonhomme qui n'hésitait pas à utiliser toutes sortes de mesures pour faire parler les gens et ensuite les exécuter. Il a été emprisonné pendant 22 ans dans les prisons israéliennes parce qu'il a tué 2 soldats israéliens et 4 Palestiniens. C'est pour ça qu'il a été emprisonné. 22 ans. Et puis, il a été échangé lors d'un échange. Et ça nous montre aussi l'époque, là. Il y avait un soldat israélien qui était détenu comme otage depuis des années, Gilad Shalit, et il a été libéré contre la libération de 1000 prisonniers palestiniens. Un soldat israélien contre 1000 à l'époque, et parmi ceux-ci, Yahya Sinwar, qui est revenu dans l'organisation, qui s'est de plus en plus impliqué. En 2017, il a été nommé responsable de Gaza,
comme chef du... Et puis cet été, quand Ismaël Haniyeh a été assassiné en Iran, c'est lui qui a pris la tête de ce mouvement-là et qui, donc, croyait, en organisant l'an dernier ce massacre, cette attaque étonnante contre Israël. C'est lui le chef d'orchestre. Oui. Il croyait, il avait cette idée que si on donne un choc comme ça, la cause palestinienne va revenir dans l'actualité et va prendre de l'importance, et c'est pas ce qui est arrivé. Non, c'est pas ce qui est arrivé, parce que ça a isolé encore davantage le Hamas. Il y avait cette idée, apparemment, dans son esprit qu'on va faire comme les Vietnamiens ont fait, c'est-à-dire qu'on va attaquer Israël parce que notre cause est bonne, parce qu'on est on est vraiment des soldats convaincus, puissants et tout ça. Il disait même aux gens de Gaza, vos sacrifices sont importants pour nous. Et il croyait qu'à la longue, ça allait miner l'économie d'Israël, ce qui est vrai, miner le moral d'Israël. Mais au contraire, l'ampleur du massacre, l'horreur du massacre a fait en sorte qu'Israël se donne maintenant le droit d'aller sans limite vers là où elle veut aller. C'est pour ça que M. Netanyahou a dit hier, c'est pas parce que parce qu'il est mort qu'on arrêtera la lutte, au contraire. Mais est-ce que sa mort, quand même, comme il était le chef du Hamas, M. Sinwar, est-ce que ça pourrait mener à la reprise des discussions? Parce que M. Netanyahou, Jean-François, dit c'est pas la fin des opérations, mais c'est peut-être le début de la fin des opérations. C'est ça. Là, il y a un climat actuel, là, c'est le climat des élections américaines, entre autres, qui empêche le gouvernement américain de peut-être faire toutes les pressions qu'il voudrait pour régler ce conflit-là. On a vu M. Biden qui dit on vous donne 30 jours pour faire en sorte que la situation humanitaire à Gaza, entre autres, s'améliore. 30 jours, ça nous amène après les élections. Mais en tout cas, il y a des pressions. Tout le monde dit, c'est l'occasion maintenant de tendre la main, de régler peut-être un cessez-le-feu. Il y a eu même des manifestations de joie hier en Israël, mais aussi, il y en a eu à Gaza. C'est ça qui est détonnant. Aussi à Gaza? Parce que les gens de Gaza, certains d'entre eux, je l'ai dit tantôt, il y a des délateurs parce que beaucoup de gens contestent l'autorité du Hamas, beaucoup de gens contestent l'autorité du Hezbollah, etc., etc. Il y a même une rumeur à Téhéran pour montrer un peu quelle panique existe dans les rangs de ces mouvements-là et de ces pays-là. Il y a même une rumeur à Téhéran qui dit l'ayatollah Khamenei, qui est le leader spirituel du Liban, de l'Iran, se cache actuellement parce qu'il y a des représailles qui s'en viennent d'Israël et ils ont peur pour leur leader spirituel. Or, l'histoire qui circule, la blague en Iran, c'est personne ne sait où est l'ayatollah Khamenei, sauf le Mossad. Alors, sauf les services secrets israéliens. Exactement. Donc, qui sont très bien plugués, comme ça donne un peu cette idée-là. Donc, il y a une ouverture. C'est pour ça que certaines personnes se réjouissaient hier à Gaza pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais est-ce que ça va se produire bientôt? C'est loin d'être sûr. Est-ce que Sinwar a une relève? Est-ce qu'il y a un Sinwar 2.0 qui pourrait reprendre le flambeau? Ça, c'est la grande question parce qu'il y a eu une telle élimination des autres leaders du mouvement. On se demande qui pourrait lui succéder. Le mouvement est complètement déstabilisé. Si hier, par exemple, il se sauvait d'édifice en édifice, c'est que sa sécurité était dans un état de panique. Alors, est-ce qu'il y a une relève? Il y en aura certainement une parce qu'il y a une telle haine d'Israël au sein des radicaux du Hamas, entre autres. Qui sont de moins en moins nombreux. Et qui sont de plus en plus jeunes aussi, qui ont été élevés dans cette haine-là. Il va y avoir, je le dis depuis le début, on n'éliminera jamais ce mouvement d'insatisfaction grave tant que le problème à l'origine ne sera pas résolu. Et c'est ça que tout le monde presse Israël d'aller vers ça et de nous dire quelle est pour vous la porte de sortie de cette crise. OK, parlons maintenant du président Biden. On le sait, tu le dis, les élections américaines approchent dans moins de 3 semaines. Il entreprend une tournée en Europe. Ce sera sa dernière tournée officielle probablement. Et là, il est en Allemagne avec une autre guerre qu'on a oubliée, mais qui est quand même au cœur de ses rencontres, celle en Ukraine. Oui, parce que le président Zelensky lui-même a fait une tournée hier. Il est allé au Conseil de l'Europe parler à tous
leader des pays européens. Il est allé à l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a un plan de victoire. Un plan de victoire dans le cadre duquel il dit, par exemple, invitez-moi officiellement à entrer au sein de l'OTAN. Ça va donner un signal aux Russes qu'il faut qu'ils arrêtent parce que dorénavant, vous allez me protéger officiellement. Et il dit aussi, donnez-moi la permission d'utiliser vos missiles à longue portée. On en a parlé déjà, Patrick, toi et moi, pour que je puisse frapper des objectifs à l'intérieur du territoire russe, parce que ça va mal sur le front. La Russie avance tranquillement, mais avance sûrement. Le président Biden s'en va là pour parler d'abord à Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui est un peu comme lui. Biden, surtout avant les élections, là, ne veut pas créer un précédent qui ferait en sorte que Moscou se sente encore plus agressé. Par exemple, inviter l'Ukraine officiellement à entrer dans l'OTAN ou permettre l'utilisation des missiles de longue portée. Scholz est un leader européen qui est comme ça aussi. Il faut dire qu'il fait face à une opposition de plus en plus importante composée de l'extrême droite en Allemagne qui est plutôt sympathique à une sorte de paix, ou en tout cas qui est plutôt mélangé dans cette question-là et favorable d'une certaine façon à la Russie. Le président Biden va aussi rencontrer sur place Macron et le premier ministre britannique, M. Starmer, qui sont tous les deux favorables à intervenir davantage et donner davantage de moyens à l'Ukraine. Mais M. Macron lui-même est en situation politique délicate. Donc, M. Starmer est un peu le seul qui a les moyens actuellement de dire « faut aider davantage l'Ukraine ». Et donc, c'est une urgence pour l'Ukraine, mais le président Biden, encore une fois, ne peut pas poser de gestes importants d'ici aux élections qui ont lieu dans moins de 3 semaines. Alors, ça veut dire que les choses ne bougeront pas beaucoup d'ici là. Non, c'est ça. Cette guerre-là est à l'esprit de tout le monde, mais il y a comme une paralysie à cause de l'élection américaine. Tout à fait. Jean-François, merci. On va se retrouver dès lundi prochain. Voici Patrick Lagacé. Parlons budget fédéral maintenant. Chrystia Freeland, la ministre des Finances, avait promis un déficit qui ne dépasserait pas 40 milliards de dollars. Elle s'est trompée. J'en parle immédiatement avec Yves Giroux. Il est directeur parlementaire du budget à Ottawa. Monsieur Giroux, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, Mme Freeland avait promis que le déficit ne serait pas plus haut que 40 milliards. Vous avez fait les calculs. Il va être de combien, finalement? Bien, selon nous, il va être plutôt de 46,8, donc on peut dire environ 47 milliards de dollars pour l'année qui s'est terminée en 2023-24. Par contre, on fait cette estimation-là en absence de plusieurs renseignements. Par exemple, l'année financière au gouvernement fédéral se termine le 31 mars de chaque année. Donc, on est plus de 6 mois et demi après la fin de l'année financière et on n'a toujours pas les chiffres finaux du gouvernement. On sait qu'ils sont probablement prêts, mais le gouvernement attend un moment opportun pour les divulguer. Le fait que ça retarde suggère que c'est fort probable qu'on a raison en estimant que la prévision de déficit du gouvernement va avoir été dépassée. Est-ce que, généralement, vos prévisions sont bonnes quand vous lisez comme ça dans les feuilles de thé alors qu'il vous manque quelques données? En général, elles sont très bonnes. Là où on a des surprises, c'est quand le gouvernement fait comme il y a quelques années et inscrit une provision pour des dépenses imprévues ou des poursuites auxquelles le gouvernement est assujetti. Donc, il insère ça dans le budget 6-7 mois après la fin de l'année, comme il le fait pour les services aux enfants autochtones, les services de protection à l'enfance, la protection de la jeunesse autochtone, où le gouvernement a ajouté 20 milliards de dollars en dépenses pour des dépenses dans les années subséquentes. Donc, à part les surprises comme ça, on est en général assez dans le mille parce que on regarde les mêmes chiffres que le gouvernement. Évidemment, on n'a pas accès à tous les secrets ou tous les documents confidentiels, mais on se débrouille assez bien. OK, M. Giroux, donc le déficit sera probablement pas de 40 milliards, mais plutôt de 46,7 milliards. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui est arrivé pour que les prévisions de Mme Freeland tombent à l'eau?
Bien, d'une part, le gouvernement a fait face ou a bénéficié de revenus plus élevés que prévu en raison d'un bon rendement sur les revenus des entreprises. Donc, l'impôt sur les revenus des entreprises a fait mieux. Même chose pour les particuliers, mais ça a été plus que contrebalancé par des dépenses plus élevées que prévu. Et c'est l'histoire qui se répète au niveau fédéral depuis plusieurs années. Donc, on a une marge de manœuvre plus importante, mais on dépense toute cette marge de manœuvre-là et encore plus. Donc, les dépenses s'accroissent plus vite que les revenus. Et ce qui est, comme j'ai dit, c'est une histoire qui se répète. C'est maintenant facile de prédire que ça va être le cas dans les années subséquentes parce que c'est ce que l'histoire nous a montré. Le déficit a explosé sous ce gouvernement. La dette a explosé. Est-ce que, dans votre estimation, les finances publiques du Canada sont en bonne santé? Elles sont malgré tout en bonne santé, surtout si on se compare avec les autres pays du G7 où les taux d'endettement sont presque tous beaucoup plus élevés qu'au niveau fédéral, même si on inclut les dettes des provinces. Mais ça marque une distinction comparativement à ce qu'on était habitué depuis l'ère Jean Chrétien, Paul Martin, où on visait à rétablir l'équilibre budgétaire. Et ça, c'est une différence marquée comparativement à cette époque-là. Donc, mais oui, c'est encore des dépenses publiques ou une dette qui est en relative bonne santé. Mais quand on regarde ça, on n'est pas un expert. C'est quand même surprenant, M. Giroux, de penser qu'avec l'explosion du déficit, l'explosion colossale de la dette canadienne aussi, qu'on est encore dans ce pays dans une bonne santé financière. Oui, ça peut sembler paradoxal. Ça ne veut pas dire que c'est idéal, mais c'est souvent fait de façon comparative. Donc, si on se compare aux autres économies du G7 et même dans plusieurs cas des pays de l'OCDE, on n'est pas dans les pires, loin de là. On n'est pas non plus les meilleurs, mais on se situe dans la moitié, si on compare à l'OCDE, la moitié qui est la moins pire. Il y a des gens qui ont comparé ça en étant les moins pires des cancres. Donc, c'est une façon de voir les choses. Mais c'est certain que c'est pas parce qu'on peut se payer ces déficits-là qu'on doit se les payer. Donc, c'est une question de préférence concernant nos gouvernements. Est-ce qu'ils veulent dépenser? Est-ce que c'est nécessaire de dépenser dans ces secteurs-là? Donc, le niveau de dette, c'est quelque chose, mais aussi à quoi est-ce qu'on utilise ces fonds publics-là? Merci pour votre temps et les éclairages, M. Giroux. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Vous aussi. À la prochaine. C'était Yves Giroux. Chronique du vivant avec Pierre Gingras. Je suis Bravo, Larry. Larry, oui. On va parler de navet. On a trouvé une chanson de navet. Je l'avais oubliée, celle-là, mon cher. Une. Comment? On en avait une. Une chanson de navet? On en avait une. On en avait une. Tu l'as pas pogné, laisse faire. Ça peut tourner à ça hein, jusqu'à... Ouais, écoute, c'est vendredi. Yannick a fait une blague de navet tantôt pendant la pause et je vais la relayer. Vas-y donc. Quand Canadien avait un club, on n'avait pas de problème. On n'avait pas de problème. Voilà. Salut Pierre. Quel plaisir. Pierre, j'ai expliqué en début de semaine que j'avais eu maille à partir avec la caisse automatique dans une épicerie. Je tapais le mot navet, puis il n'y avait pas de navet. Mais voyons, j'ai un navet dans les mains. Finalement, la jeune fille m'a expliqué que c'est un rutabaga. Bon. Et là, tu vas nous faire un cours où tu vas nous aider à distinguer quels légumes à partir du navet. Je suis prêt. Nous sommes prêts. OK. Mais j'ai vécu exactement la même expérience que toi hier. Je ne suis pas si fou que ça. En achetant... Tout le monde riait de moi. Oui, c'est impardonnable, d'ailleurs. Soit en passant. De rire de moi, non. Ben oui, de rire d'une certaine ignorance. Cela dit, navet et rutabaga, c'est deux choses différentes, mais pour t'expliquer rapidement l'impair que tu as pu vivre, c'est qu'à un moment donné, hier, j'étais allé acheter ça pour vous autres, et à un moment donné... Parce que là, il faut le dire, t'as les navets. J'ai les navets et le rutabaga, puis je t'ai apporté un beau petit icône qui est fort sympathique. Ah, c'est bon, ça. Ensuite, le jeune homme qui était à la caisse, il prend le rutabaga, il prend mes 3 navets, puis il met ça sur la balance. Oui. Mais j'ai dit, écoute, comme si c'était le même légume. J'ai dit, c'est pas la même chose, là. Scandale! Hey. Non. Non? OK. Il dit, je le sais. J'ai trouvé ça très sympathique, je le sais. Mais il dit, c'est sous le même code. Rutabaga. Voilà. C'est 47-47.
Non, 47-49. 49. Oui, je m'excuse. Pas loin. Je me suis fait avoir. OK. Dans le rayon des discussions nerd, les codes universels de fruits et légumes pour les épiceries, 47, 47, 47, Je blague 49. évidemment, Bravo, les gars. mais ce qu'il voulait dire, ça voulait dire que c'était exactement Avez-vous des blondes? C'était exactement le même prix. Donc, OK, c'est exactement parfait. le même prix. Mais effectivement, c'est complètement différent. J'explique rapidement. Le navet, c'est une racine, évidemment. C'est une racine qui est plutôt plate, qui est beaucoup plus petit que ton rutabaga. Le rutabaga, là, c'est ce qu'on mange régulièrement au Québec. Le navet, c'est plutôt rare. C'est pas rare parce que les gens ne connaissent pas ça. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. Donc, le rutabaga a la chair orangée. Le navet a la chair blanche. Le rutabaga est piquant, très même piquant, et on mange ça cuit. Le navet, lui, à la chair blanche, je l'ai dit, il est moins piquant. Vous l'avez goûté tout à l'heure? Oui. C'est un peu moins piquant. Il y a même un petit tendance sucrée un petit peu. C'est fin Ça comme se mange en salade, ça se mange cru, ça se mange de toutes les façons possibles imaginables. Moi, souvent, je les fais en tranches, je les fais sauter au beurre. Pierre, tu sais, on dit souvent que tout part de l'enfance. Puis ce que je réalise en t'écoutant, là, c'est que ma mère appelait navet ce qui était en fait du rutabaga. Tout le temps. Fait que ça m'est resté. Mais c'est pas juste... Et ça ce t'est sera- resté à toi, mais c'est resté à plein de monde. oui. Ce sera toutes pour les une familles, émission. Chez nous aussi, c'était la même Ben chose. oui. là. Oui, mais même moi, quand je parle aux gens, vous avez mangé du navet. Mais souvent, les gens, ils confondent. C'est ça. Ils confondent pour le rutabaga. Le navet, on voit pas ça partout d'abord. Et c'est peu, comment dirais-je, c'est peu utilisé par rapport au rutabaga parce qu'à l'époque, je présume même qu'à l'époque, il n'y avait pas de navet sur le marché québécois. Fred a une opinion sur le navet. Non, mais c'est parce que c'est un vieux légume, dans le sens au Québec, là, il y a plusieurs décennies, on mangeait des patates ou du navet ou du rutabaga. Est-ce que c'est rendu un légume mal aimé avec tout ce qu'on peut retrouver de l'étranger qui nous est maintenant proposé? Tu parles de ce navet ou du rutabaga? Rutabaga, excusez. Le C'est même moi, je suis rutabaga, mêlé. Là. je veux juste faire un petit peu d'histoire. Parce que le navet, lui, le navet est d'origine européenne. Et croyez-le ou pas, il a été importé en Amérique du Nord, dis-je, par nul autre que Jacques Cartier en 1541. Je vais être précis, tout à l'heure, on est précis. Oui. Et ça a été adopté, semble-t-il, par les Autochtones pour la raison suivante, c'est que ça pousse facilement, c'est un légume qui pousse dans des températures relativement fraîches et ça se conserve très, très, très longtemps. Et comme j'ai mentionné, c'est un légume qui se conserve bien sûr longtemps. Et en Europe, c'était un légume qui a été consommé pendant des décennies avant l'apparition de la pomme de terre. En fait, ça faisait office de pomme de terre. Ça, c'est le navet. C'est avec ça qu'ils faisaient des frites. C'est ça. Ça, je ne saurais dire, par exemple. C'est vrai, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut faire des frites avec ça. Ça doit. Oui, je l'ai fait. Ah bon, c'est bon. Au air fryer, c'est tellement bon. Alors, vous prenez des petits morceaux dans l'huile d'olive, avec un peu de paprika, sel, poivre, ou encore meilleur, sel d'ail. Oui. Et dans le air fryer, c'est délicieux. Bon, mais ça, on en apprend. Mais tu fais des frites ou des chips? Des frites. Des frites. Ah, ça, je l'ignorais, mais j'ai pas de air fryer, c'est pas ça À le la problème. Pristasio. Oui, Pierre. Évidemment, si vous achetez ça avec le feuillage, après, le feuillage se mange très, très bien. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le rutabaga. Oui. Le mot rutabaga. Qu'on aime prononcer. Oui, c'est un beau mot. Le rutabaga, lui, il nous vient il nous vient d'Europe du Nord. Et le terme rutabaga, c'est un terme suédois. Et il a été utilisé, lui aussi, pendant des décennies, notamment en Angleterre, pour les mêmes raisons que le navet. Ça se conservait bien. Ça se conserve avant l'invention du frigidaire. Avant l'invention du frigidaire, ça se conservait d'ailleurs presque tout l'hiver. Dans le caveau. Donc, dans le caveau. C'est ça qui est intéressant, ces légumes-là. Et pourquoi au Québec, on confond la chose? Je dois admettre que je l'ignore complètement. Par contre, ce qui est intéressant du navet, je l'ai mentionné, c'est beaucoup plus petit qu'un rutabaga. Oui, puis sa couleur est un petit peu plus, je dirais... Violet. Violet, oui. Un peu violet. Souvent, c'est une forme un peu aplatie aussi. Ouais. Et comme j'ai mentionné, c'est un légume tout à fait extraordinaire, mais la recette, merci infiniment parce que je trouve ça très intéressant. Oui, c'est bon.
Quoi d'autre à dire? Il a dit que ça, le navet, encore une fois, ça se mange rarement cru parce que c'est très piquant. Bon. C'est dur aussi. C'est comme la patate. C'est dur. C'est comme la pomme de terre. Et la soupe de rutabaga qui est excellente aussi. Alors, vous prenez bouillon de poulet. Oui. Vous faites cuire de petits morceaux de rutabaga dans le bouillon. Sel, poivre, évidemment, toujours. Et vous écrasez, j'allais dire. Écrapoutiller. Faites un écrapoutillé. Oui, votre navet, mais doucement. Il ne faut pas que ça soit non plus une purée. Et par la suite, vous pouvez ajouter des petites pâtes courtes que vous faites cuire avec ça. Et les enfants adorent. C'est délicieux. Et moi, je suggère quelque chose à Catherine lorsqu'elle fera une critique d'un film. On parlera d'un rutabaga au lieu d'un navet. Faut pas faire l'erreur. Yannick. Elle était moins bonne, celle-là, Yannick. Mais elle est pas pire. Elle est pas pire, je trouve. L'important, c'est l'effort. Intéressant, le rutabaga aussi est un croisement, en fait, du fameux chou frisé et du navet. OK. Et en Europe, on appelle ça chou-navet, chou de siam ou même chou suédois. Ce qu'il faut dire aussi, juste une seconde. Il me l'a dit. C'est deux racines. Oui. C'est des racines que l'on mange, en fait, et on tue la plante. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces racines-là servent, c'est une plante bisannuelle, et cette plante-là, que vous mangez, sert d'énergie pour fabriquer des fleurs l'année d'après. C'est sur 2 ans. Pierre, c'est beaucoup d'informations et c'est beaucoup d'émotions aussi d'apprendre la différence comme ça entre le rutabaga et le navet. Je pense parler pour tout le monde en disant on a besoin d'une petite pause, mais on va te garder pour le prochain segment. Chronique du vivant avec Pierre Gingras. Sur la rue Tabaga, près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciel, devine qui j'ai vu. Qui t'a vu? Qui t'a vu? OK, les 3 filles autour de la table chantent, font de la danse, mais les gars, on comprend pas pendant tout ça. Non, mais moi, je comprends. J'ai jamais écouté ça. C'est une qui? série, une série télé. Émission d'enfants. Animation jeunesse. À Canal Famille. Exactement, sur la rue Tabaga. Il y avait un lien. C'est bon. On en apprend tous les jours à cette émission. C'est l'aile jeunesse ici. On reste avec Pierre sur la question du vivant. Non, tu veux pas encore me parler des navets, là? Oui, parce qu'on appelle ça aussi des rabioles. Question des auditeurs. Il y a des auditeurs qui nous ont dit que c'est des rabioles. Effectivement, le terme rabiole est utilisé assez couramment au Québec. Et ce qu'il faut dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot rabiole, moi, je ne l'ai pas trouvé au dictionnaire. C'est un terme qui date des années 1700 d'un coin perdu de la France. Donc, rabiole, navet, c'est la même affaire. Fred? Bon, c'est réglé. Et j'ai apporté ça. Non, mais là, on n'aura pas le temps de parler de la chasse si on continue à parler des racines. Attends une seconde. Fred? Mais moi, je pourrais lancer un autre débat. Les oignons verts puis les échalotes. Hey, ça, là. Ça, c'est complètement différent. Non, je sais bien, mais les gens ont de la misère avec ça aussi. Mais dis-moi pas qu'on va être obligé de faire une émission là-dessus. Pierre est tout excité. C'est quoi? Prochaine émission, tu nous parleras de la différence entre les échalotes et les oignons. Tu t'en vas à la chasse demain? Oui, je m'en vais à la chasse demain. Qu'est-ce que tu veux tuer? Un chevreuil, pour le manger. Et quand on parle de chevreuil, dans mon cas, je dis, est-ce qu'il y avait un gros panache? Moi, je dis jamais qu'il y avait un gros panache. Est-ce qu'il était gros? Parce que moi, je mange le chevreuil. Et je vais à la chasse pour le manger. Catherine a une recette de chevreuil. Oui, effectivement. Le filet mignon, c'est magnifique, avec le bleuet. Une confiture de bleuet. Ah, c'est tellement bon. Ah oui. Wow. Vraiment. Okay. Quand est-ce ton livre, quand tu m'invites à manger? Ça s'en vient bientôt. Mais filet mignon de chevreuil, ça doit être pas gros, par exemple. C'est tout petit. C'est minuscule. Mais le cerf, c'est encore meilleur. Bon, oui, le cerf. Ah, le cerf, c'est bon. Oui, mais ça, on parle du cerf rouge, c'est gigantesque aussi. C'est pas pareil. Mais il y en a beaucoup à Longueuil. Tu pourrais aller à Longueuil, ce serait facile. Oui, c'est vrai. Mais ça rentre pas dans un air fryer, ça? Non, ça Mais on peut faire des steaks au air fryer. Okay. Pierre, où tu vas chasser? Je chasse dans le coin d'Actonville. Et c'est un endroit où, effectivement, il y a énormément de chevreuils. C'est la zone, je vais vous en parler un peu plus la semaine prochaine, mais c'est la zone numéro 6, peu importe. C'est l'endroit où s'abat le plus de chevreuils dans la province de Québec. OK, tu pars demain, es-tu excité? C'est-tu oui, toujours... Effectivement, tu m'avais envoyé à un moment donné une lettre qui est parue dans la presse, d'ailleurs, tu l'as vu, puis il y avait même eu des réactions dans la presse. Quelqu'un qui était contre la chasse, je pense? Quelqu'un qui était contre la chasse, qui était manifestement végan, et j'ai rien contre ça, soit en passant, dans la mesure où on me laisse vivre aussi. Et donc, oui, je me suis préparé dans le sens qu'on nourrit les chevreuils. Aujourd'hui, c'est une tradition un peu partout. À l'époque, c'est pas de même que ça fonctionnait, mais de nos jours, c'est que les gens achètent des carottes,
ou achètent des pommes, mettent ça à un endroit approprié et attendent que le chevreuil se présente. Et on a des caméras un peu partout pour savoir si le chevreuil se présente à 6 heures ou s'il se présente à 7 heures pour que le rendez-vous soit fixé, n'est-ce pas? Et habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va nourrir, mettons, 2 ou 3 jours. Et la chasse, si ça fonctionne bien, entre guillemets, bien, ça se déroule en quelques heures. Mais ça fait des années, des décennies que tu chasses, Pierre, puis t'as encore cette fébrilité-là. Peut-être moins la fébrilité. En fait, il faut bien comprendre que la chasse... Les gens, ils vont à la chasse, bien sûr, c'est tout le contexte. Rituel. Mais à mon avis, c'est plus que ça. C'est un contact avec la nature. Ça fait peut-être bizarre de dire. C'est un contact avec la nature. Et qu'on le veuille pas, depuis l'âge des cavernes, je veux dire, le contact avec la nature est important et on s'en nourrit de la nature. Faut pas oublier ça. On s'en nourrit de la nature. Que la nature soit à 4 pattes, qu'elle soit à 2 pattes ou sous une forme d'un daikon ou d'une carotte. On se nourrit de la nature. Un chevreuil que tu tues à la chasse, tu vas en manger combien de temps? On en mange à peu près tout l'hiver. Moi, d'ailleurs, ma tendre moitié n'en mange pas, donc ça règle le problème pour ça. Elle n'aime pas le goût? Elle n'aime pas le goût. Elle n'aime pas le goût. Et moi, je fais faire ça en steak le plus possible. Donc, la viande hachée, je la donne. Donc, ça veut dire que c'est 50-50. C'est un chevreuil, c'est pas gros en soi, en passant. Chevreuil, ça pèse en viande, tu peux en avoir 30-40 livres. En termes de livres, 40-50 livres, à moins que tu aies un gros bétail. Mais règle générale, c'est jamais très gros. En viande à fondu, c'est bon aussi. Oui, c'est vrai, mais il faut le... il faut avoir un boucher, tout ça, là, oui. Et toi, tu vas chez le boucher, Pierre? Ah non, on va toujours sur un boucher. Oui, c'est des bouchers souvent qui se spécialisent là-dedans dans un secteur très particulier où ils engagent. Moi, dans mon cas, il y a une boucherie à Roxton Falls où c'est des gens d'un certain âge, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Des gens d'un certain âge, sinon d'un âge certain, qui sont 4-5 d'ailleurs, et qui dépècent ça durant un mois ou un mois et demi parce que la chasse à l'orignal, elle est commencée depuis un petit moment. Elle se poursuit. En fin de semaine, c'est une période très particulière pour le chevreuil. C'est 5 jours où le mâle, femelle et jeunes peuvent être abattus, alors qu'en temps normal, c'est juste les mâles avec des bois. Et après ça, tu as une autre saison de chasse. Celle-là dure 5 jours, donc on parle de samedi jusqu'à mercredi. Et un peu plus tard en saison, c'est le 8, 9, 10 ou... Non, je pense que c'est le 12, 13 novembre cette année. Là, tu as la vraie saison, entre guillemets vraie, parce que là, on peut utiliser la carabine, ce qui n'était pas le cas jusqu'à date. On peut utiliser le fusil demain matin, c'est pour ça que j'y suis, mais la carabine, non. Tu as droit à combien de bêtes par saison? On a le droit à 2 bêtes par saison, ça, dans la mesure où elles viennent de 2 zones différentes. Et il faut faire attention, dans certaines zones, vous avez le droit que des mâles, évidemment, mais ces mâles-là, dans certaines zones, doivent avoir des panaches particuliers. Là, Pierre, je t'arrête. OK. Par manque de temps, oui, mais parce que si tu continues à parler, je vais m'auto-digérer. Plus tu parles, plus j'ai faim.